quelque chose a dérapé au sommet de l'État. En une seule nuit, Donald Trump a inondé les réseaux de messages en rafale. Des dizaines, puis des centaines de publications, chacune plus grave que la précédente. Il accuse Barack Obama de trahison. Il affirme que l'élection de 2020 aurait été volée, orchestrée par la CIA avec la Chine en arrière-plan. Ce ne sont pas des rumeurs. Ce sont ses propres mots, publiés publiquement, visibles par tous. Et pendant que cette tempête numérique se déployait, une autre action se jouait hors caméra. Des agents fédéraux se rendaient au bureau électoral du comté de Fulton pour récupérer les bulletins de 2020 dans ce que le FBI a confirmé être une opération autorisée par un tribunal. Voilà le paradoxe. Des messages explosifs d'un côté, des actions institutionnelles de l'autre. Et si tu penses que tout cela reste abstrait, détrompe-toi. Quand un président lit discours et appareils de l'État, les conséquences te concernent directement. Mais voici la partie que beaucoup n'osent pas regarder en face. Ces deux dynamiques ne sont peut-être pas séparées. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Officiellement, tout cela est présenté comme des événements distincts. Des publications excessives sur les réseaux sociaux d'un côté, une opération fédérale autorisée par un tribunal de l'autre. Mais regarde la séquence dans son ensemble. Le même jour où Donald Trump répète que l'élection de 2020 a été volée, des agents fédéraux récupèrent précisément ces bulletins-là dans le comté de Fulton, en Géorgie. Les faits sont clairs. Le FBI a confirmé la présence de ces agents. Des camions ont été vus sur place et des boîtes de bulletins ont été retirées de l'entrepôt où elles étaient stockées. Ce n'est pas présenté comme une remise en cause officielle du résultat. Pourtant, le contexte change tout. Trump a menacé à plusieurs reprises d'ouvrir des enquêtes sur sa défaite en Géorgie. Et soudain, l'appareil fédéral agit exactement sur ce terrain. La question n'est donc plus seulement ce qui se passe, mais pourquoi maintenant? Est-ce une procédure normale ou le signe d'un basculement plus large où les accusations publiques commencent à guider les actions concrètes? Parce que si ce n'est pas un incident isolé, alors on n'observe pas une crise passagère. On regarde un modèle en train de se former et ce modèle mène quelque part. Il y a une affirmation centrale qui mérite d'être examinée de près. Ce n'est pas seulement une crise de communication, c'est une convergence entre discours et pouvoir. Les faits montrent que Donald Trump a publié noir sur blanc que Barack Obama aurait commis une trahison et que l'élection de 2020 aurait été manipulée par la CIA avec l'aide de la Chine via des outils comme Hammer et Scorecard. Ces mots ont été postés publiquement, sans nuance, sans conditionnel. Dans le même laps de temps, un reporter présent sur place, Greg Bluestein, a confirmé que des agents du FBI exécutaient une activité autorisée par un tribunal au bureau électoral du comté de Fulton avec des camions venus récupérer des boîtes de bulletins de 2020. Ce que cela suggère, et uniquement ce que cela suggère, c'est un brouillage dangereux entre accusations politiques et actions institutionnelles. Parce que personne n'a nié la simultanéité. Personne n'a expliqué pourquoi ces bulletins précis étaient soudainement déplacés maintenant. Et remarque ce qui manque dans toute cette séquence. Aucune annonce publique rassurant clairement sur la chaîne de custody ou sur la destination finale de ces bulletins. C'est ici que le récit commence à se fissurer. Quand les détails absents deviennent aussi importants que les faits visibles, l'histoire change de nature. Et la suite va encore accentuer ce glissement. À ce stade, ce qui était déjà grave commence à s'intensifier parce que pendant que l'attention se focalise sur la Géorgie et les bulletins de 2020, une autre dynamique se déroule en parallèle. Donald Trump ne se contente plus de contester une élection passée. Il élargit la cible. Sur ses réseaux, il qualifie Alex Pretty de terroriste domestique en relayant des comptes affirmant que ce n'était pas un manifestant pacifique. Ce sont des mots lourds, surtout quand ils viennent du président en exercice et surtout quand la famille d'Alex Pretty annonce avoir engagé un avocat. Et là, un précédent commence à apparaître. Dans l'histoire récente, on a déjà vu des dirigeants utiliser un langage sécuritaire extrême pour normaliser des actions exceptionnelles. Ce qui choque au début devient routine. Ce qui semblait impensable devient administratif.
Regarde la séquence. Accusation publique, désignation d'ennemis internes, puis intervention des appareils de l'État. Ce n'est pas présenté comme une rupture, c'est présenté comme une continuité. Mais voici le détail qui change tout. Malgré l'escalade verbale, personne dans l'entourage officiel ne trace de ligne claire. Pas de recul, pas de désescalade, juste un glissement progressif vers quelque chose de plus dur, plus normalisé. Et cette normalisation ouvre la porte à la suite, qui est encore plus troublante. Pendant ce temps, Trump continue d'enfoncer des portes ouvertes. La narrative autour de la fraude électorale en Californie prend de l'ampleur, avec des insinuations sur un complot international impliquant des mobsters russes et des fraudes électorales à grande échelle. Là encore, il ne s'agit pas de simples accusations, c'est un récit où les faits sont délibérément flous et où le bruit de fond devient de plus en plus fort. Mais il y a un autre aspect à cela, un aspect qui déstabilise tout le système. Ce n'est pas la première fois que Trump fait ces déclarations, mais c'est la première fois que le gouvernement semble agir sans aucune forme de vérification ou d'équilibre. Les agents fédéraux, les accusations de fraude, les médias qui se taisent, tout se mélange. Ce qu'on voit, c'est l'effritement progressif d'une frontière entre la vérité officielle et la vérité alternative. Quand les deux sont mélangés, les conséquences deviennent incontrôlables. Et tout cela, bien sûr, se produit dans le contexte d'un échec économique grandissant, alimenté par la récession imminente et les taux de pauvreté qui montent en flèche. Cela ne peut que conduire à un point de rupture. Ce n'est pas une question de si, mais de quand ces tensions exploseront. Le terrain est déjà miné. Ce climat de confusion, de fausses accusations et de manipulation atteint un point critique. Trump, dont la popularité s'effondre auprès de segments clés de la population, notamment les Latinos, lance une autre diversion spectaculaire pour tenter de détourner l'attention. Plutôt que de traiter des questions économiques ou de santé qui affectent directement des millions de citoyens, il met en avant Nicki Minaj. Pourquoi? Parce qu'elle, comme d'autres célébrités, a exprimé son soutien envers lui. Mais ce soutien n'est pas juste symbolique. Minaj se voit remettre une carte en or spéciale lui garantissant la résidence américaine, malgré son statut juridique incertain. C'est là que ça devient véritablement inquiétant. Trump n'attaque pas seulement des communautés ou des individus qu'il désapprouve. Il utilise des symboles pour détourner l'attention des vrais problèmes. Des symboles comme une célébrité, un visa spécial ou des accusations de fraude. Ce n'est pas une stratégie de gestion, c'est une stratégie de spectacle. Et pendant que l'attention se détourne, les problèmes sous-jacents ne sont jamais résolus. Cela pourrait bien devenir la nouvelle norme, des distractions bruyantes qui masquent des inactions stratégiques. Ce qui se cache derrière cette façade n'est pas une simple farce politique. C'est un jeu de pouvoir beaucoup plus vaste, un jeu où l'opinion publique et les médias jouent un rôle central. Mais le temps presse. À ce stade, l'influence de Trump sur l'opinion publique devient indiscutable. Mais la question cruciale, c'est où tout cela nous mène. D'un côté, il y a l'escalade constante, des attaques de plus en plus violentes contre des groupes spécifiques, des manipulations d'opinion publique par le biais de mensonges et de théories du complot, et des actions concrètes pour légitimer sa version de la réalité. De l'autre, il y a un parti républicain divisé, un électorat qui commence à se détourner, en particulier parmi les Latino-Américains, qui étaient autrefois un bastion de soutien. Ce n'est pas une simple question d'opinion. Les chiffres sont là pour nous le dire. Trump perd du terrain et pas qu'un peu. Son indice d'approbation parmi les Latinos a chuté de manière spectaculaire avec une baisse de plus de 30 points. Le retour de cette base fidèle est incertain, mais ce qui est certain, c'est que la situation est en train de se redéfinir. Plus Trump essaie de maintenir son emprise sur la scène publique avec des distractions, plus il s'éloigne des préoccupations réelles de la population. Alors, que se passe-t-il quand cette dynamique se poursuit? Trump va-t-il réussir à inverser la tendance? Ou est-ce que sa campagne et son influence vont s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions? Nous sommes à un point tournant et rien n'indique de manière évidente quelle direction prendra ce mouvement. Tout reste en suspens.
Ce qui se passe en ce moment est peut-être encore plus choquant quand on prend du recul et qu'on réfléchit à l'ampleur du phénomène. Trump, en continuant à manipuler les émotions de l'électorat, montre que sa stratégie repose sur un principe fondamental: semer la division pour renforcer son pouvoir. Mais il ne se contente pas de créer de la confusion. Il façonne une nouvelle réalité, un récit où les institutions traditionnelles, comme les médias ou même les procédures légales, sont constamment mises en doute, voire rejetées. Ce qui nous attend pourrait bien être un cycle sans fin de confrontations, de nouvelles accusations et de preuves souvent contestées. Mais derrière tout cela, il y a quelque chose de plus inquiétant, une lente érosion de la confiance dans le système. Et si le modèle de Trump devient la norme, que se passera-t-il quand d'autres leaders commenceront à imiter ses méthodes? Quand les accusations se multiplient sans preuves solides et que les voix dissidentes sont réduites au silence, qui restera pour défendre la vérité? C'est une question sans réponse évidente, mais une chose est certaine. Nous n'avons jamais été aussi proches d'un point de rupture. Et chaque mouvement, chaque discours, chaque action fait que ce point de rupture se rapproche un peu plus. En regardant l'avenir proche, deux scénarios se dessinent. Le premier est celui où Trump, malgré les défaites publiques et les revers dans les sondages, trouve un moyen de redresser la barre. Peut-être qu'un événement majeur ou une nouvelle stratégie réussie pourrait raviver son soutien populaire. Mais la question est de savoir s'il pourra regagner cette confiance, non seulement parmi ses partisans, mais aussi auprès de ceux qui commencent à se détourner de lui. L'autre scénario, plus sombre, voit Trump et son mouvement se fragmenter sous la pression des divisions internes et des critiques croissantes. Ses attaques verbales et ses accusations sans fondement finissent par l'isoler, à la fois politiquement et personnellement. Les fractures au sein de son propre camp pourraient alors s'élargir et l'épuisement de sa rhétorique finirait par se faire sentir. À ce moment-là, ce n'est pas seulement sa carrière politique qui serait en jeu, mais la direction future du pays tout entier. Le plus perturbant dans cette dynamique, c'est l'incertitude qui plane. Chaque action de Trump crée une onde de choc qui ne cesse de se propager. Le monde politique américain se trouve à un carrefour et le moindre faux pas pourrait changer la trajectoire de manière irréversible. Les prochaines semaines seront cruciales.